Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à la lutte contre le coronavirus. Vous le savez, le coronavirus sévit dans le monde depuis près de 7 mois maintenant. Notre pays, à l'instar des autres pays du monde, est aussi éprouvé par cette maladie. La Guinée comptait jeudi 10 septembre, c'est-à-dire la veille de la réalisation de cette émission, 9 946 cas confirmés pour 9 100 guéris et 63 décès hospitaliers. C'est un combat qui engage tout le monde aujourd'hui. Les médecins édictent des mesures pour stopper le virus. Après 6 mois, donc, peut-on parler d'espoir? Pour y répondre, nous avons invité pour vous ce soir le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, général Bourima Condé, le ministre de l'Information et de la Communication, monsieur Amara Somparé, et également professeur Yolande Ijazi, qui est du comité scientifique de riposte contre la maladie à coronavirus. Et à côté d'elle, vous avez Dr Sakoba Keita, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mon co-animateur, Ansoumani Toumani Kamara, grand reporter au journal télévisé. Merci à vous d'être sur ce plateau. Je signale que nous aurons aussi d'autres invités en la personne du représentant de l'USAID, de la représentante de l'UNICEF. Donc, en deuxième temps, nous aurons donc d'autres invités qui vont rejoindre les deux ministres sur ce plateau. On le sait, une campagne a démarré depuis le 8 août 2020 pour freiner la transmission de la COVID-19 au niveau communautaire. Il sera donc question de l'engagement du gouvernement à freiner justement la transmission communautaire, du renforcement de l'information et de la sensibilisation des populations, du rappel et de l'insistance sur le respect des mesures barrières et le comportement citoyen responsable, et d'encourager également les acteurs de toutes catégories engagés dans la lutte contre la pandémie. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission consacrée à la lutte contre le Covid-19. Je voudrais commencer par vous, professeur Yolande Ijazi, pour nous définir justement le concept de transmission communautaire. En fait, c'est vrai qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par transmission communautaire. Pour définir la transmission communautaire, je vais rappeler que le premier cas de Covid qui est arrivé en Guinée le 12 mars, qui a été détecté le 12 mars, il s'agissait d'un cas qui avait été infecté ailleurs pour venir en Guinée. Donc c'était un cas importé ou un cas de voyageur. Donc ça représente la première génération de l'infection à Covid dans le pays. Quand nous avons des cas pareils, ils contaminent leurs proches étroits, les contacts étroits, soit leur famille, soit leurs amis, soit des gens avec qui ils travaillent régulièrement. Et quand ces gens vont être contactés et vont être contaminés, ces cas, ce sera la deuxième génération de contamination. Jusqu'à présent, on ne parle pas de transmission communautaire. Mais cette deuxième génération va aussi rencontrer d'autres personnes et va aussi contaminer d'autres personnes. Et ces autres personnes contaminées représenteront la troisième génération de contamination. Et à partir de là, on parle de circulation communautaire et de transmission communautaire du virus. Donc, pour faire plus court et plus facile, lorsque vous avez un cas de Covid, s'il n'a aucun antécédent de voyage, il n'a aucun contact étroit avec un voyageur, alors on peut déjà dire qu'il y a une transmission communautaire. Et c'est le cas en Guinée depuis pratiquement le mois d'avril, parce qu'au mois de mars, nous avons eu beaucoup de cas de voyageurs qui ont contaminé leurs contacts. Les contacts ont contaminé et voilà comment nous sommes arrivés à la transmission communautaire qui est aujourd'hui assez importante puisque nous savons que
la pandémie aujourd'hui a dépassé le Grand Conakry et pratiquement toutes les préfectures aujourd'hui comptent au moins un cas de Covid. Je vais rester avec vous, Dr Yolande. Vous êtes membre du conseil scientifique de riposte à la maladie à coronavirus. À quoi consiste votre travail? Très bien, merci. Je suis en effet la présidente du conseil scientifique de riposte contre Covid. Le conseil scientifique a été mis en place au mois d'avril et le conseil scientifique a pour vocation d'analyser l'évolution de la pandémie, d'avoir le maximum d'informations et des informations factuelles, des informations prouvées, pour pouvoir donner des recommandations au gouvernement, pour que le gouvernement puisse prendre des recommandations et prendre des décisions pour pouvoir endiguer la pandémie. C'est-à-dire un exemple concret, lorsque nous voyons que nous sommes au niveau de la transmission communautaire, nous voyons quelles sont les implications que cela peut avoir sur le plan sanitaire et sur le plan économique et sur le plan social. Notre rôle est d'analyser et de recommander au gouvernement pour que la transmission communautaire soit stoppée, pour éviter les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Voilà ce que nous recommandons en se basant sur les particularités de la Guinée, en se basant sur l'évolution de l'épidémie en Guinée, en se basant sur les informations internationales et sur les recommandations internationales. Donc, c'est une synthèse de tout ça qui permet au Conseil de faire des avis ou des alertes. On fait soit des avis pour donner des orientations, pas des orientations, des recommandations au gouvernement, et le gouvernement s'en approprie ou éventuellement demande qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire, avant de le faire appliquer. Mais nous pouvons aussi faire des alertes. Quand on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent arriver, qu'on n'a pas anticipées, alors on alerte, on dit attention, ça risque d'arriver si on ne fait pas telle et telle chose. Donc le conseil est constitué de 17 membres et c'est un conseil plurisectoriel. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des chercheurs, il y a des économistes, il y a des socio-anthropologues et il y a même des vétérinaires. Parce que la lutte contre la pandémie doit être multisectorielle et doit prendre en compte tout ce qui est autour de l'environnement, tout ce qui peut de près ou de loin impacter la transmission de ce virus et impacter la santé de la population. Merci, professeur. Oui, tu m'as dit? Peut-être deux questions. C'est pas à l'endroit de Dr Sakoba. C'est de savoir aujourd'hui quelle est l'ampleur de cette transmission communautaire et quels sont les facteurs aggravants de la transmission. La Guinée a commencé par une importation. Vous allez vous rappeler qu'avant la fermeture de nos frontières le 22 avril, les derniers convois ont amené beaucoup de cas positifs sur notre territoire, parmi les Guinéens qui étaient bloqués et qui sont rentrés parmi ces derniers convois. Donc jusque-là, c'était une importation. Mais après ces cas-là, après la fermeture, on contaminait les voisins, les parents. Donc c'est des gens qui n'ont pas voyagé qui ont été contaminés, comme elle a si bien dit. Le critère voyage a été l'élément pour faire la différence entre l'importation et les cas résidents. Donc cette transmission communautaire, comme on a fermé les frontières, donc on s'est contaminé entre nous. Maintenant, comme elle a si bien dit, il n'y a que 5 districts sanitaires aujourd'hui qui n'ont pas notifié de cas sur les 38 que possède la Guinée. Donc nous pouvons vous dire que la transmission est devenue très intense au niveau de la communauté. Et il y a même beaucoup de nos sous-préfectures et villages qui ont eu des cas parce que l'homme est fait pour se mouvoir avec la mobilité des uns et des autres, ce qui a favorisé cette transmission communautaire. Donc voilà, elle est très importante, je veux vous dire. Si on a 33 districts sur 38 qui font des cas, c'est des gens qui n'ont pas voyagé. Donc vous allez comprendre l'ampleur
de cette transmission communautaire. Oui. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, je crois que c'est cette ampleur-là justement qui vous a interpellé, car vous êtes l'initiateur de cette vaste campagne de sensibilisation avec les partenaires comme l'USAID qui finance les opérations, l'UNICEF et l'OMS. Pourquoi cet accent sur la communication locale au niveau communautaire? Il s'agit là, il ne faut pas se leurrer, de l'approche qui engage les administrateurs territoriaux, qui engage les élus locaux. Entendez par administrateurs territoriaux, mesdames et messieurs les gouverneurs de région, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les sous-préfets, venons-en à mesdames et messieurs les maires, les présidents de district, les chefs secteurs et pourquoi pas les chefs de famille. C'est à ce niveau que se joue véritablement le véritable jeu de la riposte. Parce que madame vient de vous le définir. Des mesures économiques sont là, des mesures médicales sont là. Mais entre nous, dans la cohabitation quotidienne, que fait-on quand on connaît les ravages, n'est-ce pas, que cette proximité peut amener? C'est ce qui nous a justement amené à parler de la contamination au niveau communautaire. La contamination au niveau communautaire, il vient de vous le définir également, désormais, c'est entre citoyens, à l'exclusion des voyageurs venant d'ailleurs, à l'exclusion de la grande mobilité du citoyen, mais où il vit, comment est-ce que le mal, la pandémie, peut atteindre chacun de nous. À ce niveau, il faut que chacun de nous soit interpellé. Alors, il y a ce que l'on appelle le cas de redevabilité au niveau des communautés, et surtout des dirigeants communautaires, c'est-à-dire les administrateurs territoriaux, les élus, évidemment à tous les niveaux, oui. Les chefs secteurs, les chefs de quartier, il y a un cadre de redevabilité entre ceux-là que vous administrez ou alors ceux-là qui vous ont élus et vous-même. Vous devez être très regardant sur tout ce qui leur arrive en bien ou en mal. Alors quand une pandémie de l'ampleur de la Covid-19 s'installe déjà sur vos citoyens, cela vous interpelle en termes de réaction. Oui. Et mon département, avec un appui financier de l'USAID et un pilotage technique de l'UNICEF, a mis donc à contribution par une série de mesures et les administrateurs et les élus à tous les niveaux. De quoi est-il question? Très généralement, la rumeur est dévastatrice en pareille circonstance. La rumeur est dévastatrice à tel point que, en Guinée, avec Ebola de triste mémoire, heureusement la Guinée en est venue à bout, mais à Womé, en plein cœur d'Ebola, Womé c'est une sous-préfecture dans Zérékoré, une équipe forte de plusieurs médecins, du gouverneur de région, du sous-préfet, de beaucoup de cadres de communication, est arrivée justement pour l'infosensibilisation par rapport au mal qui sévit. Oui. En plein meeting, des bruits se sont élevés pour dire c'est du mensonge. Ceux-là sont venus justement pour vous contaminer. Et je m'excuse parce que ce fut tragique ce jour-là. 2 médecins de grande renommée de notre pays, le sous-préfet et 2 autres citoyens ont été tués, jetés dans les fosses septiques et l'on a poussé la dalle dessus. C'est cela, les effets dévastateurs, tels que je l'ai dit tantôt, de la rumeur. Avec la Covid-19, nous sommes en face des mêmes réalités. Ce n'est pas vrai. Ou alors la stigmatisation est là, quand c'est dans une famille, ne vous approchez pas d'eux, ils ne sont plus des humains comme nous. Voilà, ils sèment la mort partout où ils passent. Il faut que les administrateurs territoriaux, il faut que les maires, les chefs de quartier,
les chefs secteurs, les présidents de district, soient là tout en observant à leur propre niveau le respect des mesures barrières de sécurité sanitaire, qu'ils soient là pour faire passer, pour faire véhiculer le bon message. Et pour dire dans les familles ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand, au niveau du comité interministériel qui planche chaque lundi sur la Covid, en termes de statistiques, en termes d'engagement du gouvernement pour la riposte contre le mal, quand des dispositions sont arrêtées, cela doit être relayé et grâce à vos antennes, parce que la restitution étant faite, nous nous interpellons et pour cela nous avons eu à mettre en place une batterie très importante de créneaux de communication qui touchent les gouverneurs, qui touchent les préfets, qui touchent les communicateurs que vous êtes et les communicants, qui touchent les religieux, qui touchent les personnes âgées, les sages, presque tous ceux qui peuvent passer un message à l'attention des citoyens sont mis à contribution maintenant sur le terrain pour que cette infosensibilisation puisse être effective, que l'on flétrisse la rumeur et que l'on fasse valoir les vrais chemins qui nous mèneront à vaincre la Covid-19 dans notre pays. Voilà résumé la riposte communautaire. Bien, monsieur le ministre, avec l'expérience que la Guinée a pu avoir avec Ebola, nous pensions plutôt que le pays allait être l'un des premiers à combattre cette maladie. Mais malheureusement, après le cas Omé, nous avons assisté tout récemment à ce cas malheureux de Mandiana où la rumeur encore a dominé. Est-ce que ça veut dire que votre campagne est venue tardivement ou qu'est-ce qui n'a pas cloché réellement? Non, la campagne n'est pas venue tardivement, surtout qu'on a lancé cette riposte communautaire contre la Covid le 8 août, madame l'a rappelé, le 8 ou le 6, sur toute l'étendue du territoire national. Des missions ont été déployées et ce message a été véhiculé dans le moindre hameau de la Guinée en termes de sensibilisation. Mais allez savoir que les citoyens sont ceux qu'ils sont, ils le resteront toujours, nonobstant les efforts immenses que l'on fait et que l'on apporte. Le cas de Mandiana, précisément dans le village de Leuil-Lacoro, puisque c'est de là qu'il s'agit. Leuil-Lacoro abrite une société minière. Des employés de la société sont revenus dans ce village et à leur base avec la maladie. Le village, dans le cadre de l'emploi local, a des fils qui travaillent. La contamination a été aussi facile que ça dans le milieu. Alors, lorsque le fait a été connu, il était question de regrouper tous les sujets déjà testés positifs, les conduire au centre de traitement de Kankan. Toute chose que le village n'a pas entendu de ses oreilles. Je vous ai parlé donc du cas de Omé. Ils ont dit non, c'est pas vrai. On veut tuer les citoyens de nos villages. Ils n'ont jamais eu ce mal-là. C'est la société qui nous a apporté ça. Alors, on en est allé au gourdin et à tout ce qui pouvait servir à casser pour venir s'attaquer à la société. Mais quand cela fut su, évidemment, les autorités, parce que c'est d'elles que j'ai parlé en introduisant mon propos, sont venues, pas avec de la force, mais avec la dissuasion, pour leur faire percevoir la réalité. Et c'est ainsi que les gens sont restés jusqu'à ce que guérison s'en suive. Et ceux-là qui s'étaient dilués dans la nature ont été recherchés et conduits, le directeur général de l'ANSS est là, jusqu'à ce qu'à leur niveau aussi, guérison s'en suive. Voilà le problème de Mandiana, et précisément à Leuil-Lacoro. Voilà, donc en parlant d'information, de sensibilisation, Monsieur le ministre Amara s'emparait de l'information et de la communication. En temps de crise, en relation avec la Covid-19, comme on l'a vécu avec Ebola, on sait que le rôle des médias est essentiel.
la diffusion des messages harmonisés et apaisants et informatifs sont efficaces dans la lutte contre justement les rumeurs et les fausses informations. Ce qui veut dire que les médias sont des acteurs clés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport justement au rôle crucial de ces médias en temps de crise? En réalité, pour lutter contre une pandémie, il faut 2 leviers. Le premier levier est sanitaire, le second levier c'est la communication. C'est extrêmement important de le noter. Et en temps de crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, la responsabilité des médias, qu'ils soient publics ou privés, est extrêmement importante et elle est totalement engagée. Leur devoir est d'accompagner les pouvoirs publics pour apaiser les populations, pour informer les populations en leur donnant la véracité des faits, en leur communiquant les bonnes informations sur la maladie dont il est question. Il y a une étude de l'agence Reuters qui a porté sur 6 pays et qui a démontré qu'au moins un tiers des utilisateurs des médias sociaux, parce qu'aujourd'hui tout le monde est connecté, un tiers avait été confronté à des fausses informations sur la Covid-19. Et sur le réseau Facebook, pour le citer nommément, on a constaté que 40 millions d'informations au cours des 6 derniers mois, de fausses informations ont circulé sur la Covid-19. Donc c'est là toute la responsabilité des médias que nous représentons, d'apporter la bonne information à la population, de s'outiller avec les messages clés, avec des informations techniques précises et vérifiables pour que les populations puissent mieux se prémunir contre cette pandémie. Parce qu'en réalité, pour freiner la contamination, il n'y a pas d'autre solution que de respecter les gestes barrières. C'est la seule protection qu'on a aujourd'hui contre cette maladie et il faut véhiculer ce message le maximum possible pour que sur toute l'étendue du territoire, les gens l'intègrent dans leur façon d'être et de faire pendant en tout cas que nous sommes frappés par cette pandémie. Les médias le font aussi bien qu'ils peuvent. On a organisé des synergies avec les radios rurales, la radio nationale. Et récemment, j'ai pris même une lettre circulaire pour réquisitionner les médias privés, conformément à l'article 6 du cahier des charges, pour que les messages que nous diffusons sur le service public soient diffusés de la même manière et à la même cadence sur les médias appartenant au service privé. Voilà pour l'instant ce que nous avons pu mettre en œuvre pour essayer d'enrayer la forte propension de cette maladie. Oui. Nous aurons le temps de revenir sur ce volet qui est très important en matière d'information et de communication. Nous avons prévu pour vous certains éléments qui puissent vous édifier davantage sur la pandémie du coronavirus. Nous vous invitons à suivre tout de suite, Dr Sakoba, Dr Yolande, ce reportage réalisé par Adiatou, journal télévisé ici à la RTG. Structure sanitaire de référence des malades du coronavirus, le centre hospitalo-universitaire de Donka est en ce moment au cœur de toutes les attentions du ministère de la Santé. La gestion des malades admis dans le centre et le suivi des cas contacts des personnes déjà affectées par la pathologie réunit en urgence les acteurs sanitaires du pays. Dans cette salle de conférence du CHU Donka, ils discutent principalement de la correction des insuffisances de ces points clés de la riposte menée. Il est important, qu'en mi-parcours, de faire l'évaluation de ce qu'on a mis en place en termes d'éléments de riposte. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés. On a discuté de l'ONG Aliments, qui est censé effectuer la prise en charge global. Également, il y a des discussions tout autour. Est-ce qu'il faut donner toute la prise en charge à l'aliment ou leur donner certains aspects de la prise en charge. Donc tout ça a été discuté, les recommandations ont été faites. Comment s'organiser pour que les plaintes des malades hospitalisés, on puisse satisfaire leurs besoins. Donc ce sont ces différentes choses que nous avons discutées. Et nous avons situé les responsabilités. On a donné à chacun ce qu'il doit faire dans les 24 heures pour que nous puissions nous améliorer principalement dans ces 3 volets. Le laboratoire pour l'analyse des examens des cas suspects de la maladie est l'un des volets importants de la riposte abordée. À ce niveau, le retard constaté dans le prélèvement des échantillons, leur transfert vers les laboratoires et surtout du rendu des résultats
est relevé au cours de cette réunion de crise sanitaire. Au niveau labo, pour éviter les retards dans les prélèvements des malades hospitalisés, à partir de demain, une formation rapide de préleveurs va être organisée dans le site de Donka. Et ce site va être suffisamment approvisionné en intrants de prélèvement pour que, à peu près dans la matinée, les prélèvements soient faits et envoyés dans le laboratoire qui va les traiter. Quand on reprendra le grand rythme des prélèvements, il est prévu d'envoyer sur le laboratoire d'ICREMS à Kindia des échantillons au rythme de 3 envois par semaine. Avec la mise en œuvre de toutes ces recommandations issues de cette réunion de crise, le ministère de la Santé compte réduire au maximum le taux de propagation communautaire du coronavirus en Guinée. Retour sur le plateau. Docteur Sakoba, certainement vous vous attendiez à ce qu'on s'adresse immédiatement à vous. Après l'expérience Ebola, la Guinée se targuait d'être fin prêt pour toute riposte contre toute épidémie. Au début de coronavirus, vous avez été quelque peu pointé du doigt par rapport à quelques insuffisances. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Guinée, le plan de riposte qu'avait la Guinée, s'est révélé efficace en ce temps de coronavirus? Bon, merci pour cette question et ce reportage qui a noté quelques insuffisances que nous avons pu corriger au fil du temps. Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu ce petit complexe de victoire contre Ebola, mais Ebola n'est pas égal à coronavirus. Donc les stratégies que nous avons eu à déployer en s'inspirant de nos erreurs qu'on a commises aussi pendant la lutte contre Ebola, monsieur le ministre vous en a parlé. Donc on a essayé de corriger, d'apporter les mêmes approches. On s'est vite rendu compte que le mode de transmission des deux maladies est très différent, alors que le corona est essentiellement par voie aérienne, alors que Ebola était par les voies de toucher, donc moins transmissible que corona. Donc il a fallu encore qu'on réfléchisse et qu'on essaie d'adapter nos stratégies par rapport à ça. Mais quel a été nos problèmes que vous avez signalés? Très vite, notre capacité de confirmation du point de vue laboratoire a été débordée. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu contenir, c'est-à-dire satisfaire la demande qui était là. Et même la stratégie de prise en charge n'était pas identique à celle de Ebola. Actuellement, ce qui nous embête beaucoup dans la lutte, c'est que plus de 80% de nos malades sont asymptomatiques. Et quelqu'un qui n'a pas de signes ne se considère pas malade, mais il transmet à autrui. C'est l'une des difficultés majeures de contrôle de cette maladie. Et c'est ce qui a fait même que la maladie nous a échappé à Conakry et environnant pour se propager à l'intérieur. Donc on ne pouvait pas arrêter la mobilité entre les citoyens, entre Conakry et l'intérieur, et ce qui a fait que beaucoup d'asymptomatiques ont pu transférer la maladie dans les localités. Donc nous continuons à nous adapter à la maladie, et c'est ce qu'elle vous a dit. Nous tous, on cherche sur Internet comment contrer cette maladie en puisant dans nos expériences. Mais je crois que, volonté aidant, nous arriverons à la victoire finale, s'il vous plaît. Mais jusqu'à présent, docteur, il y a des insuffisances qui persistent. C'est au niveau des résultats, le rendu des résultats. Sur un même sujet, souvent, vous envoyez positif et quelque temps après, négatif. Cela est dû à quoi? Bon, cela, on l'a examiné. Il y a plusieurs niveaux de ça. Au fait, c'est nos agents de saisie de données. Et parfois, quand ils saisissent les résultats dans notre logiciel d'application, il y a souvent des erreurs de lecture et qui arrivent. Et le plus souvent, comme c'est un logiciel où ils ont automatisé certaines applications, dès que tu marques, automatiquement, ça envoie le SMS. Donc, on a mis un système de contrôle avant que de déclencher cet automatisme et qui était
au niveau de chaque 1 heure de temps, l'automatisme se déclenche. Actuellement, on l'a amené à 4 heures de temps pour avoir le temps de contrôler avant le déclenchement. Ce qui a réduit énormément. Eux aussi, on a mis un système de sanctions, parce qu'on connaît les gens qui font la saisie. Lorsqu'il y a des erreurs, on fait l'audit, on essaie de soit améliorer sa formation, ou le dire de prêter beaucoup plus d'attention, et on a mis des superviseurs. Et c'est un facteur qui amplifie la rumeur dans les communautés, et ça crée d'énormes difficultés au niveau des élus à la base et au niveau des administrateurs territoriaux. Un citoyen qui reçoit un message, c'est positif, il est là. Quelque temps après, il reçoit pour dire, donc, pour les citoyens lambda, la réalité n'est pas là, la maladie, ce n'est pas une réalité. C'est pas, monsieur le ministre, peut rebondir sur cette question, puisque voilà, actuellement, c'est quelques artefacts que nous, les gestionnaires, on est obligé d'aller avec, parce que l'homme étant imparfait, on a remplacé beaucoup de gens, mais si tu enlèves tous les bois qui fument sous la marmite, tu finiras par éteindre le feu. Donc nous, les gestionnaires, on est obligés de corriger et de faire avec. Je rebondis sur la question, tout en reconnaissant, comme l'a affirmé Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de sécurité, l'ANSS, tout en reconnaissant que des glissements peuvent toujours arriver. La perfection en toute œuvre est difficile à obtenir. Mais justement, c'est là le sens de l'exercice que nous engageons. Oui. Chaque fois que des rumeurs comme ça sont là, à nous de rebondir pour apporter la correction. Exactement. Ce n'est pas compliqué à expliquer. J'allais vous le dire, parlant des administrateurs. Le dernier foyer de Ebola en Guinée, c'était à Koropara. Dr Sakoba est là. Koropara, pendant qu'on pensait que véritablement le mal est vaincu, il est hors de nos frontières, il n'est plus là, il a refait surface à Koropara. Mais à Koropara, les missions envoyées sur le terrain se sont vues notifier une fin de non-recevoir. Ouais. Vous n'accédez pas à notre village, vous les colporteurs de la maladie. Ouais. C'est encore le leadership d'un jeune de ce village, Koropara, que j'ai connu pendant que j'étais sur le terrain là-bas. Il a le sobriquet de Cobra, mais celui-là c'est un vrai Cobra. Je l'ai appelé, Cobra, lève-toi. La mission qui vient ne vient pas pour autre chose sinon que éteindre la maladie dans ton village. Les vaccins venaient d'être acquis. Tu vas être le premier à tendre ton bras, on va t'administrer le vaccin, tu fais entrer toute la délégation et tu demandes à tous tes parents de se prêter à l'exercice. Ce jeune Cobra, je l'ai connu quand j'étais préfet à Zérékoré. Je l'ai connu par le sens qu'il a, n'est-ce pas, de l'esprit de développement et de sauvegarde dans sa communauté. Donc, sitôt que je l'ai appelé, il s'est mis à l'exercice, les missionnaires sont rentrés et la mission s'est passée. L'extinction de Ebola, en dernier ressort, c'était donc à Koropara. Je le dis sous le contrôle du patron de l'ANSS. Voilà, monsieur le ministre, la décentralisation donc, du système de santé dans la gestion, peut-être que la question s'adresse à tout le monde, du système de santé dans la gestion de la crise à coronavirus nécessite essentiellement des moyens, des ressources, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux acteurs de santé dans les localités pour une intervention aisée contre la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Guinée peut vraiment se targuer de réunir tous les critères de lutte vraiment efficace contre la maladie? Se targuer de réunir tous les moyens de lutte efficaces, c'est un peu trop dire. Je crois que le bon sens voudrait que l'on observe un peu de la réserve chaque fois qu'en pareille situation, l'on s'exprime. Oui. Ce que je sais, c'est que le gouvernement guinéen en fait assez. Ce que je sais, c'est que les partenaires techniques et financiers en font assez. Les scientifiques sont à la tâche. Et pratiquement, l'engagement communautaire également est là. Hommes et femmes, jeunes et vieux. Je vais vous dire justement que par rapport à l'implication des acteurs de la communauté, nous avons eu l'expérience avec l'UNICEF Guinée, ici, quand il a été question de
d'une des campagnes de vaccination contre la polio. Ce partenariat nous a amené à impliquer également tous les administrateurs, tous les élus. De campagne de vaccination, ce fut la plus réussie, parce que les chefs de famille se sont impliqués, les maires, les sous-préfets, les préfets, tout le monde était là, les chefs de famille ont été impliqués. Cela a amené à un resserrement des mailles, n'est-ce pas, de la vaccination. Parce qu'une vaccination sous le contrôle des experts de la santé, elle est effective lorsque aucun des sujets ciblés n'échappe. Si l'un d'eux n'a pas pris, alors c'est comme votre exercice n'a pas été fait. Et là, les résultats furent très probants. Donc, dire que tous les moyens sont réunis, je ne le dirai pas. On aurait réuni tous les moyens que l'on peut réunir. Il manquera toujours quelque chose. Mais la volonté affichée, d'abord de M. le Président de la République et de son gouvernement, c'est de faire en sorte que le moindre besoin exprimé par les autorités sanitaires, par le comité scientifique et par tous les intervenants, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau des partenaires techniques et financiers, soit satisfait. Voilà la réalité. Bien. Une question à l'endroit de M. le ministre de l'Information et de la Communication, c'est une pandémie. Les journalistes constituent des interfaces entre la communauté et ses spécialistes. Qu'est-ce qui est envisagé ou qu'est-ce qui est fait pour que les journalistes parviennent à dire le juste mot et avoir le même langage, puisque quand vous écoutez souvent, ça ne favorise pas la lutte réelle contre la maladie en écoutant certains médias. Il faut tout simplement former les journalistes et nous sommes en train de nous évertuer à le faire. Nous avons une série de programmes de formation en partenariat avec les partenaires techniques et financiers et même avec l'ANS, à laquelle on va soumettre une stratégie de formation et de communication pour la phase 2 de la riposte, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le gouvernement est dans la phase 2 de la riposte contre la maladie. Il y a eu une phase 1 et nous avons aujourd'hui modifié la stratégie, renforcé certains axes de riposte, parce que vous l'avez noté, la maladie est devenue communautaire, donc il faut réadapter un peu la réponse gouvernementale à tout ça. Et en ce qui concerne les journalistes, la meilleure façon de les outiller pour qu'ils puissent être ce vecteur, cette courroie de transmission entre les scientifiques, entre l'exécutif et la population, c'est de les former, de renforcer leur capacité, leur connaissance de cette maladie pour qu'ils puissent transmettre les bons messages. Je pense que toute la difficulté de cette épidémie, cela a été assez rappelé, c'est le caractère asymptomatique de la plupart des cas auxquels nous avons été confrontés ici. Avec Ebola, la maladie faisait peur parce qu'on voyait des morts, on voyait des cadavres, on voyait des gens souffrir. Avec cette maladie, on ne voit pas ça. Et la mortalité est extrêmement faible, en tout cas en milieu hospitalier. Donc, seule la communication vraiment matraquée de façon répétitive, parce que la répétition est pédagogique, pourra permettre aux populations d'intégrer le fait qu'on est face à un danger. On a vu l'hécatombe que cela a provoqué dans les pays plus développés que nous, parce que disposant de populations beaucoup plus âgées. Aujourd'hui, la jeunesse de notre population nous sauve, mais nous sauve jusqu'à quand? Donc il faut que nous prenions des mesures adaptées pour que très rapidement on puisse freiner la progression de cette maladie. Oui, docteur Jazé. Oui, je voudrais revenir sur deux points très importants. C'est que la pandémie à Covid comporte énormément d'inconnus. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que notre expérience d'Ebola nous permettait de faire ceci ou cela? Bien, on s'est très vite rendu compte dans tout le monde entier que la pandémie à Covid-19 a extrêmement d'inconnus. Donc, l'évolution de la pandémie est dynamique et l'évolution de la riposte est aussi dynamique. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à chaque situation nouvelle qu'il y a. Et il y a un point extrêmement important pour la rupture de la chaîne de la transmission communautaire, c'est le fait que ce soit asymptomatique. La différence entre Ebola et Covid, c'est que Ebola devenait contagieux quand le patient a des symptômes. Alors que Covid contamine avant que le patient ait des symptômes, ou peut-être il n'aura même pas de symptômes. Donc c'est ça l'inconnu et c'est ça la difficulté. Et c'est pour cela que la communication et l'engagement communautaire, c'est extrêmement important de faire comprendre à la population qu'il y va de leur responsabilité individuelle et collective pour rompre cette chaîne de contamination. Nous, les médicaux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on fait notre travail, on donne les informations,
Mais il faut tenir compte de l'être humain. S'il n'est pas malade, qu'est-ce que j'ai à écouter un médecin? Donc oui, c'est comme ça qu'il raisonne. C'est ça la grande difficulté de la maîtrise de Covid dans le monde entier. Il est contagieux avant qu'il n'ait des symptômes. Donc, on n'a pas d'autre remède que d'appliquer strictement les mesures barrières. Et quand je parle de responsabilité individuelle et collective, je les applique pour moi, c'est vrai, mais je les applique pour sauver celui qui est en face de moi. Il y a un élément très important qui est la jeunesse. D'accord, nous sommes jeunes, mais et les parents qui sont à la maison, ils sont jeunes? Ils ne sont pas jeunes. Donc, nous avons cette responsabilité de préserver aussi ces autres. Alors, c'est pour cela que vraiment, je salue vraiment cette initiative, parce qu'on ne pourra y arriver qu'avec une communication claire. Et pour cela, je crois que nous travaillons en étroite collaboration. Le Conseil donne les alertes quand il faut la communication, quand la communication n'est pas suffisante. Et l'ANSS travaille en étroite collaboration avec les communicateurs pour que les messages soient vraiment adaptés. Mais la communication doit passer maintenant, doit dépasser la sensibilisation. La communication doit aller pour développer la responsabilité individuelle et collective. C'est plus seulement pour informer. C'est pour dire, je dois porter mon masque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si tu ne portes pas le masque, tu te contamines, tu contamines la population qui est à côté. Tu dis, je ne suis pas malade. Malheureusement, la maladie, là, on ne peut pas savoir qui est malade. Non. Donc, c'est pour développer la responsabilité. Il faut qu'on rappelle certains faits historiques. Il faut reconnaître qu'on a eu une erreur d'approche dès le début de Covid. Parce que ce que M. le ministre a dit, c'était de mettre vraiment la participation communautaire devant. Mais Covid a commencé par la sommité et des gens qui avaient les moyens d'aller en Europe et de venir. Oui. Donc, quand on a commencé la lutte, la participation communautaire n'était pas devant. C'est quand on a eu la transmission communautaire qu'on s'était dit, il faut s'arrêter, ne pas commettre les mêmes erreurs que Ebola, mettre la communauté devant. Donc, nous, on remercie beaucoup les médias pour tout ce qui a été fait depuis le début. Mais, comme elle a si bien dit, on doit dépasser la diffusion des messages. C'est pour cela que nous, actuellement, on met beaucoup plus l'accent sur la communication communautaire à partir des leaders et des porteurs de voix, comme il a si bien dit à Koropara. La radio rurale était là-bas. On avait même une radio mobile qu'on nous a donnée. Mais ça n'a pas marché. Ce sont ces leaders communautaires et les porteurs de voix dans la communauté qui nous a aidés à Koropara et même à entrer à Kwanka. Kwanka, on a chassé mon équipe. Et c'est le patron même qui a téléphoné à un leader communautaire qui est venu prendre l'équipe pour qu'on rentre là-bas. Donc pour moi, si on veut vraiment gagner la lutte, il faut qu'on réussisse à remobiliser ces leaders communautaires pour qu'ils se mettent devant Covid. Force est lieu de constater qu'il y a une timidité dans la mobilisation communautaire par rapport à Ebola, où tous les ressortissants se sont mis dans la danse pour aller sensibiliser leurs choses, pour aider au changement de comportement. Aujourd'hui, notre plus grande difficulté, c'est le port des masques, comme elle vient de dire. Parce qu'on n'a pas d'autre arme. L'arme la plus fatale contre la transmission aujourd'hui, c'est le port des masques qui est relâché. Donc, nous remercions même l'UNICEF qui, avec le stock Covid, a sillonné presque tout le pays pour inciter cette participation communautaire, bien sûr avec d'autres partenaires. Donc, j'insiste sur ça. C'est la communauté qui doit être devant. Si nous voulons contrôler très rapidement cela, il y a même un comportement qui est inné à nous tous et qui favorise la transmission. C'est le repas collectif pendant les cérémonies. Parce qu'on ne peut pas manger avec la bavette. Si quelqu'un tousse autour des plats communs, comment voulez-vous qu'il ne contamine pas tout le monde? Et à Conakry, à longueur de journée, on va même les fourrer ça. On vient, on prend, et puis on fait les cérémonies. Je ne sais pas comment vous allez nous aider pour qu'on copie un peu les plats en cette période, pour avoir des plats individuels au lieu de continuer des plats collectifs où on transmet le virus autour du plat. Merci. Bien, docteur, c'est prématuré de dresser un bilan de cette campagne en ce moment, mais un mois après le démarrage de cette campagne, je voudrais savoir au niveau des communautés, au niveau des structures sanitaires, qu'est-ce qui a changé?
cette campagne, nous, il faut reconnaître quand même tout n'est pas noir. Il y a des résultats sur le terrain. Comme quoi? Malgré, parce que notre taux de positivité, à un moment du mois d'avril, on était à 50%. Okay. Aujourd'hui, on est autour de 3%. L'un des indicateurs clés de contrôle de cette maladie, c'est quand on arrivera proche de 0%. Aujourd'hui, ce n'est pas facile les dernières lignes droites, mais on y arrive. Mais ce qui nous complique la tâche, c'est que ça a sauté pour aller dans les préfectures. Actuellement, on est en train de voir comment circonscrire pour ne pas que la transmission devienne massive comme à Conakry. Pour le moment, on n'a que des petits foyers. Si on s'y prend, qu'on se donne la main avec la participation communautaire, on peut aboutir à circonscrire, parce que Conakry est très difficile, le mouvement des gens est très très intense, il y a même une promiscuité par endroit, donc la circulation est plus facile. Donc moi je pense qu'on est sur la bonne voie, et si on continue peut-être dans les 2 ou 3 prochains mois, on pourra vraiment avoir de meilleurs résultats par rapport à aujourd'hui. Oui. Merci. Pour rebondir sur ce sujet, reconnaissons que l'exercice est très difficile. Exactement. L'engagement a beau être là, de la part de ceux-là qui doivent s'engager. Je vous donne des exemples. Pour sortir de Conakry, où le mal était circonscrit, on a érigé des barrages. Oui. Des barrages filtrants, pour que ceux qui sortent pour l'intérieur soient testés et que l'on sache, que l'on se rassure sur leur statut. Vous savez la suite. Les gens se sont levés. Oui. Ils sont venus non seulement casser ces barrières, les gendarmeries ou commissariats de police qui étaient aux alentours ont été cassés également. Et l'on s'est dit, mais pourquoi on nous empêche d'aller? Alors que c'est ici que se trouvait la solution. Moins on laissait sortir le mal de Conakry, plus cela servait à la santé des Guinéens de l'intérieur. Car ce que l'on peut par rapport à Conakry, quand c'est dans les 33 préfectures, quand c'est dans les 307 sous-préfectures, ceci n'est plus aisé. Donc c'est un exercice qui consistait à remplir d'eau un vase qui n'a pas de fond. Vous vous battez et de l'autre côté, les gens sont en train de défaire ce que vous faites. Ouais. Alors, pour faire donc un bilan, tenez compte de ces aspects. Que la mission est une mission de longue haleine, quoique le mal vive avec nous, mais il s'agit d'une mission de longue haleine. L'important, c'est que l'engagement pris par les agents communautaires ne puisse pas connaître de relâchement. Et c'est à cela que nous nous engageons. Mais avec votre voisin qui est le ministre de la Communication, souvent la communication et les administrateurs territoriaux, le courant ne passe pas. Souvent, il y a de la réticence au niveau des communautés, des responsables locaux. Qu'est-ce que vous avez dit à vos responsables locaux pour mieux communiquer, faciliter le travail des journalistes? Alors, je voudrais bien avoir un exemple parce que les consignes ont été tellement claires, tellement précises pour tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui interviennent dans ce schéma ont un point commun. C'est autour de monsieur le gouverneur de région que l'on se retrouve. Et le personnel de santé et les médias et les leaders religieux, bref, toute cette batterie de communicants ou de communicateurs reçoivent la conduite à tenir ensemble. Je ne vois pas pourquoi, entre une radio ou une chaîne de télévision et un préfet, cela ne marcherait pas. Oui, parce que les préfets, pour faire passer leur message, ils se servent d'eux. Oui, mais tout récemment, avec nos collègues qui font cette campagne à la radio, vous pouvez préparer un préfet à la radio nationale, vous préparez un préfet à l'avance ou un maire, à l'heure de l'émission, il ferme le téléphone. Ou il vous dit, je ne suis pas disposé. Il n'est pas joignable. Ça, c'est vous qui dites qu'il ferme son téléphone. Non, je le dis, s'il n'est pas joignable. Moi, je vais vous dire qu'à l'intérieur, il n'avait pas le réseau. Voilà. Voilà, monsieur le ministre, vous le savez, nous avons prévu plusieurs éléments pour vous. Nous allons faire tout à l'heure immersion à Donka. Vous le savez, le personnel soignant était en première ligne de ce combat.
Et on sait que tous les pays africains, notamment notre pays, est confronté à certains défis majeurs en matière de santé. Et nous reviendrons à vous, Dr Sakoba, pour voir comment est-ce que, au prime abord de cette contagion, quelle a été l'attitude du personnel soignant qui n'était pas aussi, qui n'était pas aussi préparé à une pandémie de cette ampleur. Alors nous allons suivre tout de suite le reportage signé Aboubacar Camara. Et en attendant, je vais libérer certainement Dr Yolande, professeur Yolande Ijazi. Et nous allons recevoir tout à l'heure M. Pierre Ngom, qui est représentant de l'UNICEF, et Mme Iseta Minko Moro, qui représente le représentant de l'USAID à cette émission. Dr Ijazi, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir sur ce plateau. Nous comptons vous recevoir prochainement dans d'autres émissions. Alors, tout de suite, place à Aboubacar Camara pour l'immersion à Dankoa au sein du personnel soignant. Ce bâtiment de 3 niveaux était destiné à la pédiatrie et au service de médecine interne. Depuis l'épidémie au coronavirus, il est devenu le principal foyer d'isolement de l'hôpital national d'Onka. 431 patients au Covid-19 sont hospitalisés ici. Pour les médecins et infirmiers, plus de répit. Les sollicitations s'enchaînent. On cherche le nom des malades. Pour remplir les dossiers. Pour mettre à jour. À la salle 15, il y a une urgence. Pour voir là-bas. Salle 15. Salle 15. Une urgence au 3e étage. L'équipe qui doit monter, je les alerte et ils vont monter. Pour une des rares fois, cette équipe ne montera pas seule. Nous allons la suivre. Pour cela, il nous faut aussi enfiler des combinaisons. Elles sont spécifiques face à l'agent Covid. Il vous reste juste l'écran facial ou la lunette. C'est des agents très virulents et donc il faudra qu'on se protège. Il fait excessivement chaud dans ces combinaisons et c'est bien dans ces conditions-là que nos médecins travaillent pour sauver des vies humaines. Déjà, la vue est très diminuée, on dirait que je suis dans du brouillard, mais voilà, il faut faire avec. Et c'est comme ça que nous allons rentrer dans le centre avec le professeur So. Le patient de l'appel d'urgence est dans un état comateux. Mais l'équipe de l'unité de réanimation a réussi à le stabiliser. Et ça, c'est un traitement lourd. C'est le dernier niveau. D'accord. Et si on a gain de cause, on va le débrancher et puis le laisser respirer lui-même. Et quand on n'a pas gain de cause, il restera toujours sous respiration artificielle. Donc regardez bien ce système-là. Il est impossible de débrancher ce monsieur-là. C'est pas possible. D'accord. On ne peut pas le débrancher. C'est un système qui est fait de sorte qu'on ne peut pas le débrancher du tout. 30 bouteilles d'oxygène par jour, 22 respirateurs actifs, c'est l'arsenal de l'unité de sauvetage. Ça, oxygénateur, très bon. 3 jours. Je respire moi-même. Je mange bien. Sur les 15 patients en réanimation, l'équipe veille comme sur du lait au feu. Le balai est continu dans des combinaisons pas confortables. Tous les patients, enfants, adultes ou personnes âgées bénéficient de la même attention médicale. Face aux efforts du personnel, en 4 équipes tournantes de 10 personnes, les patients sont élogieux. Oui, moi je suis rentré vendredi, 8 avril. Pratiquement, l'accueil a été très bon. Il est vrai qu'on a un peu retardé parce qu'il fallait prendre des informations, inscrire et autres, trouver de la place. Mais depuis que je suis rentré le vendredi, tout va bien. J'ai 82 ans et on m'a dit que ce virus-là, il ne pardonne pas les vieux. J'ai donc essayé d'éviter réellement le virus. J'ai essayé. Je rentre dans une chambre, à un bureau. Je ne m'assieds pas parce que je ne sais pas qui était assis là. Et je me retrouve avec ce Covid. Là, je me demande jusqu'aujourd'hui où est-ce que je l'ai pris, honnêtement. Peut-être avec une marchande d'ananas parce que j'aime les fruits.
peut-être comme ça la voiture, parce que je marche ma voiture, je monte les vitres. J'ai de l'alcool ici, partout dans la voiture. Je nettoie, je fais tout. Et je l'ai eu. Je dis donc, il faut vraiment s'efforcer, ceux qui l'ont, et qui savent qu'ils l'ont, ou qui peuvent savoir qu'ils l'ont, qu'ils cherchent à savoir et qu'ils le détruisent, pour ne pas le communiquer à d'autres. Équipe Donka meilleure. Donka est meilleur. Quiconque a Covid, il vient à Donka, il ne meurt pas. On ne comprend pas le risque qu'on prend pour nos patients. Ici, c'est une zone hautement infectieuse. Voilà pourquoi on vous a habillé comme ça. On a nos familles à la maison, on a nos activités, on a tout laissé pour être là au service des patients. Nous sommes en CMMD, nous ne pouvons pas débrancher quelqu'un pour brancher un autre. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas de la médecine. Et nous, on a prêté serment pour ça. Et on va faire vraiment ce qui se doit pour nos patients. Voilà. On ne va pas se laisser décourager par des gens qui ne savent pas réellement le but de notre présence à Donka. La plupart de ces médecins ont appris des commentaires désobligeants à leur endroit sur les réseaux sociaux. Mais un patriote, il décide d'avancer sereinement. Ce corps médical, il a besoin de reconnaissance et du respect. C'est ça dont nous avons besoin. Après avoir vu ce qui nous a été donné de voir ici, après avoir eu tous ces témoignages, nous avons envie de porter en triomphe ces preux médecins qui réussissent à tirer pratiquement de l'antichambre de la mort de centaines de Guinéens ici. Le défi ici est perpétuel. Aucune âme ne doit être laissée aux ventouses du coronavirus. Le protocole de soins pratiqué par ce corps médical est des plus efficaces en ce moment. Voilà, retour donc sur ce plateau. Vous venez de suivre avec nous ce reportage, une immersion de la radio-télévision guinéenne à Donka sur le quotidien, le vécu du personnel soignant et même certains malades qui ont témoigné sur leur prise en charge et aujourd'hui l'espoir que suscite leur prise en charge au niveau même national. J'avais dit tout à l'heure au revoir à Dr Izazi, mais je la retiens encore. Elle a certainement un dernier mot à dire, ainsi que Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication. Oui, Dr Izazi. Eh bien, merci. Et juste avant de me retirer, je voudrais rebondir sur l'une des dernières interventions de Monsieur le ministre de l'administration du territoire, quand il a dit que la charge le travail est long et c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine pour plusieurs raisons. Il y a un changement de comportement qu'on doit rechercher et ça ne se fait pas du jour au lendemain. En plus, il faut éviter qu'on donne des faux espoirs. On ne sait pas quand est-ce que la pandémie va finir. On ne peut pas dire que ça va finir demain, après-demain, dans 2 mois, dans 3 mois. On pourra mettre tous les efforts qu'on mettra, mais il y a trop d'inconnus. Nous sommes en train d'assister au rebondissement de cette pandémie dans plusieurs pays qui pensaient qu'ils étaient maintenant pratiquement sortis. Hors de danger, oui. Donc, vraiment, mon dernier mot, ce serait que tout le monde s'engage, qu'il y ait un engagement individuel et collectif pour l'application des mesures barrières. C'est fondamental. Ça, c'est dans la prévention. Dans la prise en charge, pour la rupture de la chaîne de transmission, il faudrait que la population finisse par accepter que quand quelqu'un est positif, il doit sortir de son environnement pour aller à l'hôpital. Ce n'est même pas pour lui seul. S'il est asymptomatique, ce n'est pas grave. Mais en restant à la maison, il contamine et il continue à propager la maladie. Donc, pour la prévention, respect des mesures barrières. Pour la prise en charge, une fois qu'on est positif, on se rend à l'hôpital pour préserver les autres, pour sauver la famille et pour sauver les voisins. Et quand on est contact, il faut se faire tester le plus tôt possible pour qu'on puisse prendre les dispositions les meilleures. Encore une fois, ça c'est le dernier mot du Conseil. Nous allons continuer à veiller, nous allons continuer à surveiller l'évolution de la pandémie, nous allons continuer à émettre nos avis et nos conseils vis-à-vis du gouvernement qui jusqu'à présent
a pris à bras le corps chaque conseil qu'on donne pour pouvoir essayer d'endiguer cette pandémie. Mais sachez que ce sont des actions, des interventions de long cours et on ne peut pas dire on va finir demain ou après-demain. Prenons toutes les dispositions pour apprendre à vivre avec la maladie, mais à vivre en se protégeant avec la maladie. Voilà ce que je voudrais surtout passer comme message. Et encore une fois, ceci ne peut être fait qu'avec l'intervention de la communication et de la mobilisation communautaire. Merci. Merci, professeur. Alors, monsieur le ministre Amara Sompare. Je m'inscris dans la même lancée que pour le professeur Yolande. Les gestes barrières sont la seule protection dont on dispose aujourd'hui pour freiner, pour endiguer l'évolution de cette maladie. Il faut les expliquer, il faut les répéter, parce que la répétition, elle finit par être pédagogique. Oui. Et nous, médias, publics et privés, nous devons nous évertuer à nous investir dans ce domaine. Et je sais que les médias, en tout cas de service public, sont prêts à soutenir et appuyer toutes les initiatives de sensibilisation qui iront à l'endroit des communautés et surtout à la base, vu qu'aujourd'hui nous sommes dans une autre phase de la pandémie. Je terminerai en demandant à ce que la sensibilisation porte aussi sur la déstigmatisation des personnes qui ont été malades et qui sont guéries aujourd'hui. Et plutôt que de les stigmatiser, je crois qu'on devait plutôt leur tendre le micro pour que les autres se rendent compte de la réalité de la maladie. Parce que quand quelqu'un qui est passé par là témoigne, explique ce qu'il a vécu, ça permet aux autres de se rendre compte que ce n'est pas une invention du Saint-Esprit. Donc continuons à intensifier la communication et les messages à l'endroit des populations et peut-être qu'avec abnégation et beaucoup d'énergie, on finira par y arriver. Voilà. Merci donc, Excellence Amara Sompare. Merci, professeur Yolande Ijazi, d'avoir répondu à notre invitation. Et à la prochaine. Je vous l'annonçais en début de cette émission qu'en plus de nos premiers invités, nous allions avoir donc Madame Izeta Minko Moro au compte de l'USAID. Bienvenue à vous, Madame Izeta. Ensuite, nous avons Monsieur Pierre Ngom. Monsieur Pierre Ngom est le représentant de l'UNICEF en Guinée. Bienvenue à vous, Monsieur Pierre. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Pierre, nous savons, vous êtes les partenaires techniques et financiers. Vous accompagnez justement la Guinée dans cette vaste campagne engagée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Campagne qui a démarré, vous le savez, le 8 août dernier et qui va s'étendre jusqu'au mois de décembre. Plusieurs campagnes de communication comme ça sont organisées par vous et le gouvernement. Et justement, nous savons que le Covid-19 a fait son apparition en Afrique il y a maintenant près de 7 mois. Et en plus de vos aides traditionnelles, nous pensons que cette fois-ci, la demande a été trop forte. Parce que Dr Sakoba le disait tout de suite, ce n'était pas une épidémie comme les autres. L'USAID, vous êtes le principal bailleur de fonds de cette campagne. Alors, dites-nous comment est-ce que vous vous en sortez avec cette forte demande justement pour la lutte contre le Covid-19 ? Justement, le gouvernement américain, non seulement USAID, a quand même été un partenaire de longue date de la Guinée. Nous accompagnons les Guinéens dans plusieurs secteurs de développement, y compris la santé, la gouvernance et la démocratie, ainsi que la croissance économique. Et donc, devant la persistance de la transmission communautaire de cette pandémie de COVID-19, le gouvernement américain a pu apporter près de 5 millions de dollars américains jusqu'à présent à travers le département de l'État, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, le département de la Défense et aussi l'Institut national de santé pour soutenir le riposte du pays en face de cette pandémie, ainsi que les efforts pour assurer la continuité des soins essentiels. Quelles sont les priorités en matière de fourniture, par exemple, d'équipements au système de santé guinéen ? Donc, nous avons en fait apporté une assistance
dans plusieurs domaines, y compris les équipements, le laboratoire, aussi la communication pour les risques, la surveillance des maladies. Donc, ce n'est pas uniquement axé sur l'achat des équipements. En fait, nous avons fourni une assistance et nous allons continuer à fournir une assistance globale pour assister dans tous les aspects de riposte. La question s'adresse à l'UNICEF qui évolue dans le domaine de la santé, mais précisément pour cette campagne qui vise à freiner la transmission de la maladie au niveau des communautés. Quelle est la partition que votre institution joue? La partition que nous jouons, c'est la partition que joue le gouvernement. Et nous essayons, avec nos moyens, de supporter le gouvernement dans le riposte communautaire à la Covid. Et le gouvernement a plusieurs leviers qui se trouvent ancrés dans certains ministères, dans presque tous les ministères d'ailleurs, quand il s'agit de la Covid. Avec l'ANSS, en mars-juin, nous avons déployé plus de 4000 mobilisateurs sociaux à travers le pays. C'est une action de l'ANSS, mais l'UNICEF était là pour supporter. Et ces 4000 mobilisateurs sont allés dans plusieurs communautés pour faire un travail de proximité. Parce que comme l'avait dit le professeur Yolanda, ce qui est important, c'est le travail de proximité. Il faut que les gens changent de comportement. Actuellement, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait une architecture d'une réponse communautaire qui est très très prometteuse parce qu'elle maille tout le pays, tous les districts sanitaires ont un groupe d'action locale. Et ce groupe d'action locale travaille avec l'administration au niveau décentralisé, les maires, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, mais aussi les chefs religieux et les leaders d'opinion, les femmes leaders, etc. Donc nous supportons cette initiative parce que cette initiative va au-delà de l'information pour essayer de mobiliser les communautés pour changer leur comportement. Donc ça, c'est vraiment seulement 2 exemples, mais nous avons plusieurs autres exemples où nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse, par exemple, pour former des jeunes qui vont être des vecteurs de changement dans leur communauté. Comme l'avait dit le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la jeunesse est un excellent levier pour arriver à bout de certaines pandémies. Nous travaillons aussi avec le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables pour cibler certains ménages qui vivent dans des conditions difficiles et qui doivent aussi être protégés. Donc c'est vraiment les actions du gouvernement que nous supportons et l'action courante et qui fait l'objet de ce plateau, c'est cette grande campagne nationale qui couvre tous les 38 districts sanitaires du pays et qui implique tous les acteurs au niveau local. C'est très important. Lorsque vous voyez un journaliste de CNN qui parle de la Covid sur la télé, peut-être ça va moins porter que si c'est le sous-préfet ou le maire qui parle à sa communauté à propos de la Covid. Donc c'est ça vraiment ce grand projet que l'UNICEF est en train de supporter. Et là, je voudrais remercier l'USAID parce que c'est vraiment le financement vient de l'USAID. Et je crois que ça aura un grand impact. Monsieur le ministre, cet aspect est extrêmement important. Qu'est-ce que vous faites pour aider les élus à la base de s'approprier des éléments fondamentaux de cette lutte? Eh bien, ce travail-là a une structure fêtière où se passe le travail de conception. Et l'application, c'est sur le terrain. Mais comme l'a dit monsieur le représentant de l'UNICEF, nous sommes partis du sommet et venir au conglomérat les plus bas, c'est-à-dire dans la charpente des strates sociales en Guinée, nous venons jusqu'au chef de famille, les secteurs,
on a déployé ce que l'on appelle, il a dit, les GAL, les groupes d'action locale. C'est des groupes de jeunes formés qui sont appuyés dans les conseils, dans la conduite à tenir par les administrateurs territoriaux pour démultiplier ce qui a été conçu, n'est-ce pas, et qui est décentralisé. Voilà l'harmonie de notre collaboration. Merci. Voilà, Monsieur Pierre Ngom, je sais que votre credo, c'est aussi le bien-être de la mère et de l'enfant, et surtout de l'enfant. Et on sait que l'Afrique est confrontée à cet énorme défi de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La Covid-19 a-t-elle changé la donne dans l'échelle des priorités quand je parle par exemple de l'accès à l'eau potable, puisqu'on parle du lavage régulier des mains? Est-ce qu'il y a eu des avenants à cette campagne-là qui imposent justement cela? Merci madame, c'est une question fondamentale. La Covid-19 a créé une crise dans tous les secteurs. Pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans tous les secteurs socio-économiques, que ce soit l'éducation, l'eau et l'assainissement, la vaccination, le genre. Ça a créé des crises un peu partout. L'important, c'est de pouvoir mitiger ces crises-là. Lorsque vous regardez la carte africaine, il y a eu une grande étude récemment de l'OMS et de l'UNICEF qui démontre que la vaccination est en train de chuter à cause de la Covid parce que les mères ont un peu peur d'aller au centre de vaccination pour leurs enfants à cause de la Covid. L'eau et l'assainissement, on ne trouve pas ça dans toutes les institutions. Ouais. Mais si vous prenez un centre de traitement de la Covid, il est évident qu'on a besoin d'eau. Donc nous avons travaillé, nous faisons aussi au-delà de la communication et de l'engagement communautaire, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé pour fournir de l'eau à certains centres de traitement. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation pour que tous les enfants qui vont dans les écoles primaires aient des pavettes et qu'il y ait des kits de lavage de mains dans toutes les écoles. Donc nous ne baissons pas les bras, parce que le gouvernement ne baisse pas les bras. Et je crois que lorsque vous avez un partenaire qui est prêt à tout pour le bien-être de sa population, vous êtes très encouragé à contribuer à ces actions-là. Et ça vraiment, le fondement même de notre collaboration avec le ministère de l'Administration, avec le ministère de la Santé et sous le support de l'USAID. Oui, allez-y, madame. En fait, si je pouvais juste répondre un peu sur ce que M. Ngom a expliqué, c'est justement, malgré le fait qu'il y a le Covid, il y a tous ces autres défis auxquels le pays fait face. Et l'USAID et tous les partenaires de mise en œuvre, y compris les autres bailleurs et partenaires techniques et financiers, ne baissent pas les bras. Nous sommes toujours là aux côtés de l'ANSS, du ministre de la Santé et les autres ministères pour continuer la lutte contre le paludisme, contre la mortalité maternelle, les chiffres qui baissent dans la vaccination et autres. On peut juste donner un petit exemple. Il y a la campagne de chimioprévention contre le paludisme qui se passe actuellement. Actuellement. C'est dans le troisième tour de cette campagne. Et jusqu'à présent, la campagne a pu être menée en sécurité. Personne n'a été infecté. Le Covid n'a pas été propagé par cette activité. Donc ça, c'est une grande réussite pour le pays contre un fléau qui est là avant Ebola, avant Covid et qui sera là après, qui est le paludisme. Oui, je voulais poser une question. Elle s'adresse à nos partenaires. Dans la stratégie mondiale qui a été élaborée par l'OMS, 5 points essentiels figurent. Vous qui avez un regard international sur la lutte contre la pandémie, quel regard vous avez aujourd'hui? Quelle est la notation que vous pouvez faire pour la Guinée concernant les 5 points? Je vous les rappelle, il y a la mobilisation de tous les acteurs, il y a la maîtrise des cas sporadiques de la pandémie, il y a l'élimination de la transmission. Le 4e point, c'est de réduire la mortalité.
Et le 5e point, c'est de développer les vaccins et les traitements. Quel est le regard que vous faites aujourd'hui sur les actions des Guinéens, sur cette stratégie mondiale qui doit être mise en œuvre ici aussi? Le pays avance quand même pas mal. Okay. Le pays, étant donné qu'il y a quand même les autres défis qui étaient ici avant, je sais que le pays, encore une fois, le ministère de la Santé et l'ANSS en particulier, appuyé par ses partenaires, depuis les temps d'Ebola, ont beaucoup renforcé leurs capacités dans certains domaines, surtout dans le laboratoire, pour dépister, pour tracer les contacts et autres. Donc, je peux dire que dans tous les domaines que vous avez cités, que le pays avance pas mal, quand même. Mais comme a dit professeur Yolande, c'est un travail de longue haleine. Okay. Ça ne va pas finir d'ici demain. Okay. Donc, malgré tous les avancements, il y a quand même une route à parcourir. Oui. Sengom? Et le premier indicateur, je crois que Dr Sakoba l'a mentionné tantôt, c'est le taux de positivité qui gravite maintenant aux alentours de 3%. On peut regarder aussi le taux de fatalité. C'est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest, je dirais même en Afrique. Je crois que aussi en matière de décentralisation des structures de prise en charge, il y a eu un très grand pas. Je peux vous dire que je suis allé dans chaque région de ce pays récemment et je peux vous dire que l'infrastructure qu'il y a là-bas est prête à faire face à la pandémie, avec des gens qui sont très très dévoués à ce qu'ils font. Bien sûr, il y a des défis, mais les défis, qui n'a pas de défis dans ce monde-là? Il y a des défis partout, même dans les pays développés. Donc, franchement, je crois que ça avance, mais un des parents pauvres de la riposte, c'est la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Et Dr Sakoba ne dira pas le contraire. Je crois qu'il faut qu'on investisse plus dans ce domaine-là, parce que la transmission est communautaire. Il faut que la riposte soit communautaire. Oui. Il n'y a pas de secret. Et les investissements pour cette riposte communautaire doivent être à la mesure du défi qui existe actuellement. Oui. Monsieur le ministre de l'Administration, que retenez-vous aujourd'hui entre acceptation, prévention? Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans cette lutte au niveau communautaire? Acceptation, prévention, qu'est-ce qui paraît le plus grand obstacle à franchir? Je crois que c'est un peu le nœud du problème. Pourquoi le nœud du problème? Le mal est réel. Et c'est de cela qu'il s'agit, à travers tout ce que nous faisons. Mais pour certains, le mal, il est imaginaire, il n'existe pas. Et puisque on n'a pas autre preuve à donner que de dire elle est là, les malades sont là, les malades meurent tous les jours sous nos yeux, malgré tous les efforts du gouvernement, de la présidence et de tous les acteurs sociaux, je crois qu'il n'y a pas 1000 façons de faire comprendre aux uns et aux autres que le mal est réel. Et cela a été dit ici tout de suite, n'est-ce pas, sur ce plateau. L'un des meilleurs moyens, c'est de faire parler les guéris de la COVID-19. L'initiative, je crois, est là. Il faut l'amplifier. Les gens ne croient pas généralement à ce qu'ils entendent, mais très souvent on croit à ce que l'on voit. Deuxièmement, puisque nous sommes là à nous adresser peut-être au monde rural aussi, il faut leur parler souvent dans le langage qu'ils comprennent. Quand quelqu'un qui est guéri de Ebola parle, l'on ne comprend mieux. On dit chez nous, celui qui a été griffé par la panthère, et cet autre qui a aperçu la panthère, il ne court jamais de la même manière. Non. Alors ceux qui ont été griffés par la panthère sont parmi nous, Dr Sakoba en est un. Je crois que leur intervention permet de sensibiliser les plus réticents. Et votre deuxième mot, entre l'acceptation et la prévention, je crois que l'une est dépendante de l'autre. Dès l'instant que
l'acceptation est là, chacun se méfie. C'est cela la prévention. Donc, plus nous aurons mis de la force dans ce travail d'acceptation, mieux cela nous aidera à la prévention. Oui. Justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, je reviens sur cet aspect de prise en charge psychosociale. Je ne sais pas si cette partie est prise en compte dans cette stratégie ou dans cette campagne, puisqu'un guéri qui se voit délogé et qui se voit perdre son emploi après, c'est quelque chose. Une famille qui reçoit un guéri a souvent du mal à accepter cette personne. Est-ce que cet aspect est pris en compte dans cette stratégie, dans cette nouvelle campagne que vous lancez? Bon, il y a deux aspects psychosociaux que nous sommes en train de développer. Le premier, c'est au niveau des malades qui sont déjà isolés dans nos établissements. Parce que ça occasionne beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. On a recruté des psychologues qui viennent faire des soutiens à ce niveau. Par rapport aux communautés, c'est que aujourd'hui, force est lieu de constater qu'il n'y a aucune grande famille en Guinée qui n'a pas eu au moins un élément. Et il n'y a aucune profession aussi n'a été épargnée. On a beaucoup de journalistes dans mes comptes, eux qui transmettent, beaucoup ont été isolés comme moi. Donc moi je pense que peut-être ce qui nous a manqué, c'est d'utiliser ces sorties guéries dans leur communauté. Parce que jusque-là, on les utilise à Conakry. Si chacun parlait à sa communauté, je prends mon cas, j'ai été au village après ma guérison, je les ai expliqué comment j'ai vécu. Donc tu les sensibilises sur la maladie, ils savaient, tout le monde savait que j'étais là, et ils ont même fait des sacrifices pour moi, pour que je puisse m'en sortir. Je pense que nous allons bondir sur la proposition de M. le ministre. Comme on connaît leur situation, on sait là où ils viennent, pour qu'on ait cette association de guéris, que chacun vienne transmettre ce qu'il a vécu dans ces centres d'isolement avec la Covid, et pour qu'ils puissent nous aider avec les leaders communautaires, les responsables locaux, afin que nous puissions mieux expliquer à nos communautés cette nécessité de leur collaboration pour arrêter cette transmission communautaire. Aujourd'hui, nous savons que l'Europe, certains pays de l'Europe font face à un rebond qu'ils appellent la deuxième vague du coronavirus. Et les frontières ont rouvert. Et on sait que la contamination, c'est l'une des voies les plus privilégiées. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions prises par rapport à ça? Puisqu'il y a maintenant un déplacement entre les communautés de l'étranger à l'intérieur du pays. Actuellement, on est en train de se préparer à cette éventuelle ouverture des frontières terrestres à l'image de ce qu'on a fait à l'aéroport. Donc nous voulons renforcer nos capacités dans toutes les préfectures frontalières. Je crois que dans 2 semaines, toutes les préfectures en Guinée auront la capacité de faire des tests directement dans les chefs-lieux. Donc ceux qui vont nous échapper ici, on pourra les rattraper au niveau des préfectures. Mais en ce qui concerne ce regain en Europe, ça veut nous dire seulement de faire attention, malgré vos chiffres qui vont très bien, vous pourrez connaître les mêmes rebondissements que ce que nous voulons. Donc c'est pour cela, pour moi, l'implication communautaire et la sensibilisation et transférer la lutte au niveau communautaire me semble l'élément essentiel pour contrecarrer ce rebondissement. Il va venir, mais faisons en sorte qu'il n'atteigne pas le niveau que nous avons actuellement. C'est ça qu'il faut qu'on freine l'allure de ce rebondissement. Parce que le comportement humain, avec le relâchement, si on ne relance pas la mobilisation sociale et faire un effort supplémentaire, c'est sûr que nous allons connaître aussi cette vague-là. Avant-dernière question, avant le tour de table. Bien, une avant-dernière question. La maladie persiste, ils l'ont dit tantôt. C'est une maladie qui est difficile à combattre. Nous sommes dans la deuxième phase. La question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que vous préparez dans votre stratégie la population à apprendre à vivre avec cette maladie? Bon, actuellement, nous sommes en train d'élaborer un programme pour préparer cette lutte de longue haleine. Parce que beaucoup de nos partenaires pensent que nous sommes partis pour longtemps. Donc il faut intégrer cette lutte à notre système de santé. Faire en sorte que
Au lieu de mettre des centres, nous allons l'intégrer au fonctionnement de tous les centres de santé, les hôpitaux. Et comme on a une participation communautaire actuellement avec la décentralisation, et que les communautés s'approprient de cette lutte. Actuellement, nous voulons même l'isolement, le mettre par échelle. Qu'est-ce qu'on peut traiter au niveau centre de santé, au niveau préfecture? Qu'est-ce qu'on peut ramener au niveau régional et au niveau national? Donc il y a des réflexions sur ça pour que pendant cette deuxième phase, d'ici la fin de l'année, qu'on puisse rendre ça opérationnel sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, avant qu'on ait un vaccin qui pourra nous aider à accélérer le contrôle. Je reviens un peu sur l'avant-dernière question pour répondre à la vôtre. Les deux se tiennent selon moi. Et le rebondissement dans les pays où cela est en train de s'enregistrer est une réponse au relâchement précipité auquel les uns et les autres sont allés. L'on a vite crié victoire, l'on n'a pas eu le triomphe modeste, et tout de suite, Covid nous a dit « je me moque de vous, moi je suis là ». Et c'est ce que l'on est en train de vivre. Partout on a relâché, Covid est revenu en force. C'est une leçon, et je crois que cela fait partie justement de ceux qui nous réunissent sur ce plateau. Pour dire aux gens, continuons à observer les mesures barrières. Le mal est encore là, il n'est pas fini. Et nous ne savons pas, comme l'a dit le professeur Yolande, quand est-ce qu'il va finir. Et donc, je crois que l'on doit savoir raison garder. Faire en sorte que, de plus en plus, les gens se départissent de la légèreté par rapport à l'observation des mesures barrières de sécurité et que les autorités à tous les niveaux, y compris justement la participation communautaire, l'on ressasse de façon suffisante ce message selon lequel le mal est là. Vous voyez les exemples qui se passent à travers le monde. On va conscientiser davantage nos citoyens par rapport au sujet. Pour ce qui est des frontières, il l'a dit, nul ne saurait éternellement vivre en vase clos. Le monde se tient. Mais faut-il que cela soit accompagné de mesures responsables? Que le franchissement de nos frontières soit accompagné des mesures qu'il faut. Le test, quand vous arrivez chez nous, si vous êtes positif à votre arrivée, que l'on vous mette où vous devez être mis, jusqu'à ce que la négativité soit prononcée par qui de droit. Si vous sortez de notre territoire également, que ces mêmes mesures soient observées et respectées. Moi, je crois que ce chemin, nous travaillons avec l'ANSSS quand vous voulez entrer en Guinée ou bien quand vous voulez sortir, quelle que soit la forme, nous nous consultons. Nous, pour les autorisations à la frontière, mais sous quelle forme et avec quelles précautions. Eux, pour les mesures de santé qui sont exigées à ce niveau. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Comme annoncé, nous procédons au tour de table. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Pierre Ngom de l'UNICEF. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier. Moi, je n'ai qu'un seul message en l'envers de tous les citoyens guinéens et toutes les personnes qui vivent en Guinée, c'est de faire partie de la solution. En fait, actuellement, il y a une grande campagne du système des Nations Unies qui a ce motto-là. Je fais partie de la solution. Je crois que chacun doit dire ça. Tout le monde doit pouvoir contribuer à l'endiguement de cette pandémie-là. Que ce soit le citoyen ordinaire, que ce soit la femme qui travaille dans le centre d'autonomisation des femmes pour faire des bavettes, chacun doit être impliqué. C'est vraiment ça mon message à tout le monde. Merci, M. Piangom. Madame Izeta Minkomoro de l'USAD. Oui, merci encore une fois pour l'invitation. Et je vais juste rebondir sur ce que Dr Ngom a dit, en fait. Tout le monde doit prendre la responsabilité, sa responsabilité. Ça commence avec tout et chacun de nous, en fait. Parce que si on ne fait pas ce qu'il faut,
la propagation de la maladie va continuer. Et donc, la solution est entre nos mains. Donc, et de prendre ça pour votre vie, mais aussi pour la vie de vos proches. Merci. Et enfin, le commandant en chef de l'armée contre la COVID-19, Dr Sakouba Keïta. Bon, en 2 mots, c'est qu'on a un grand défi, c'est le relâchement de nos mesures de barrières sanitaires. Non seulement mon appel va vers les communautés pour les aider, pour les appeler, les interpeller à s'impliquer davantage dans le respect de ces mesures au niveau de leur communauté. Mais aussi, je fais appel à toutes les organisations sociales et tous ceux qui sont impliqués dans les mouvements sociaux au respect des mesures de barrière, à tous les partis politiques, la société civile, nos organisations coutumières, que la clé de cette victoire, c'est tout le monde qui doit pouvoir respecter les mesures de barrière sanitaire et en première position le port des bavettes, la distanciation sociale et s'abstenir de venir en public lorsqu'on a des symptômes de grippe. Avec ça, seulement la Guinée pourra accélérer le contrôle de cette maladie. Mais si tout le monde n'adhère pas, on est parti pour longtemps. Ebola est resté en Guinée pendant 2 ans. Donc, si nous voulons en faire encore 2 ans dans cette Covid, avec toutes les souffrances que ça a endurées sur le plan économique, chacun de nous paiera la facture. Merci. Ça va être donc le mot de la fin de cette émission. Une émission consacrée à comment freiner la transmission de la COVID-19 au niveau communautaire, une priorité du gouvernement guinéen et de ses partenaires. C'est une campagne qui est lancée depuis le 8 août dernier sous l'initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et cette campagne va couvrir donc les 38 districts sanitaires du pays. L'objectif est de mobiliser les acteurs locaux pour renforcer justement la sensibilisation et l'information des populations sur la COVID-19 à travers les radios, les télévisions et surtout de lutter contre les rumeurs. Il y avait donc sur ce plateau pour cette émission Madame Izeta Minko Moro qui représentait le représentant de l'USAID autour de cette table. Ensuite, il y avait Monsieur Pierre Ngom qui est le représentant de l'UNICEF. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourema Kondé. Il y avait aussi sur ce plateau le ministre de l'information et de la communication, M. Amara Somparé, et Dr Yolande Ijadi du Conseil scientifique de la riposte contre la maladie à coronavirus. Et enfin, Dr Sakouba Keïta, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous présenter cette émission dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au niveau local. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. J'étais en compagnie de Ansoumane Toumani Kamara, mon compagnon de tous les jours, grand reporter à la télévision nationale. Au revoir, nous vous retrouvons très bientôt si Dieu, le miséricordieux, le veut bien. Au revoir.